respecter, vérifiez conditions magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Guillaume Tabar à 8h11 pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Dans ses vœux du 31 décembre, Emmanuel Macron avait évoqué l'idée de référendum pour faire trancher un certain nombre de questions par les Français. Où en est-on ? Où en est-il ? L'idée avance-t-elle ou est-elle enterrée ? Écoutez, Emmanuel Macron va la relancer et il veut le faire rapidement. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est quand même le crédit de sa parole qui est en jeu. Il a tant de fois annoncé des projets du style Conseil national de la refondation, instaurant la proportionnelle, référendum sur l'écologie, etc., qui ont fini dans les sables, que cette fois, il doit impérieusement montrer qu'il ne s'agit pas d'une parole en l'air de plus. La seconde raison, c'est que du fait de la situation politique, le président de la République n'a plus la main sur grand-chose. On le voit sur les retraites ou le budget, ça se joue entre le Premier ministre et le gouvernement d'un côté, et le Parlement et les formations politiques de l'autre. Macron veut donc actionner les leviers qui restent à sa disposition. Alors il y a évidemment le volet international, mais il y a aussi le référendum, dont la Constitution précise qu'elle est un outil dont l'usage relève du chef de l'État. Donc maintenant que c'est décidé, eh bien, il ne veut pas procrastiner, un reproche qui lui est souvent fait. Il faut sans doute laisser passer la discussion budgétaire, mais il veut faire une annonce claire sur le sujet avant le printemps, donc d'ici à 2 mois maintenant. Mais tout référendum, et c'est l'objection principale, a une dimension plébiscitaire. En organiser un, n'est-il pas risqué pour un président aussi impopulaire qu'Emmanuel Macron ? Ça, c'est évidemment le grand risque et il en est conscient, d'où la volonté qu'il affiche de dépassionner le référendum. Mais comment ? Alors déjà, en prévenant à l'avance que son sort ne sera pas lié au résultat du vote. Comme ça, les électeurs pourront répondre vraiment à la question posée et pas à celui qui la pose. Mais ensuite, et surtout, pour éviter une pression trop grande et trop personnalisée, Macron voudrait convoquer non pas un, mais une série de référendums, de référenda, comme on dit à l'Élysée, en utilisant le pluriel du mot latin. Des référendums, donc, qui seraient organisés soit le même jour, soit de manière échelonnée. L'idée, c'est qu'avec plusieurs questions, eh bien, le débat ne se polariserait pas sur une seule, et que la réponse pourrait être oui à l'une, non à l'autre, sans que cela fasse de drame. Alors, la question essentielle, avec les référendas, comme on dit à l'Élysée, c'est quand même sur quoi consulter les Français. Ah ça, vous avez raison, c'est quand même la seule question qui vaille. Et il faut bien reconnaître que Macron, d'ailleurs, comme tous les politiques qui brandissent l'étendard du référendum, prennent le problème à l'envers. Il faut consulter les Français, il faut donner la parole au peuple, disent-ils. Très bien, mais on a l'impression que la forme, à savoir la consultation, est sa propre finalité et pas le fond, c'est-à-dire le sujet à trancher. Alors autour du président, on se défend d'avoir une liste de sujets prête à l'avance, mais on évoque des questions institutionnelles, comme la proportionnelle ou le cumul des mandats, des questions sociétales, comme la fin de vie ou l'usage des écrans, ou encore des questions économiques, comme l'instauration d'une règle d'or budgétaire pour empêcher les déficits. Un proche du chef de l'État évoque même l'idée de demander à tous les partis de faire figurer un projet de leur choix, mais on le sait à l'avance, la gauche voudra un vote sur les retraites et le RN un autour de l'immigration. Bon, ça risque de partir dans tous les sens, mais ce que veut Emmanuel Macron, c'est donner le coup d'envoi de ce qu'il aimerait être une révolution de la démocratie participative. Affaire à suivre avec votre participation, si vous le voulez bien, Guillaume, qu'on retrouve sur lefigaro.fr dans cet éditorial en vidéo et puis sur la chaîne YouTube de Radio Classique. Tout de suite, l'homme qui, il y a 20 ans, inventa une expression qui a fait date, la préférence française pour le chômage. Aujourd'hui, il est encore plus clair et publie « La France doit travailler plus » chez Albin Michel. Bonjour Denis Oliven. Bonjour. Vous dirigez un groupe de médias, vous êtes essayiste et vous publiez donc ce livre « La France doit travailler plus » et vous ajoutez d'ailleurs « et les Français être mieux payés » parce que travailler plus sans être mieux payé, c'est pas très sexy. Alors je vous pose une première question qui recoupe vos préoccupations et qui est aussi à la une de l'actualité ce matin. La ministre du Travail justement a proposé de taxer ceux qui ne travaillent plus, les plus aisés des retraités, 2000 à au-delà de 2500 euros, pour financer le budget de la sécurité sociale. Est-ce une piste que vous approuvez ? Il faut bien comprendre, cher David, que l'insuffisance du travail est la question numéro 1 de la France depuis 30 ans. C'est ce qui explique que depuis 30 ans, nous nous enfoncions dans les difficultés, dans les détresses et dans la colère des Français. Et cette insuffisance du travail, c'est que nous ne sommes pas assez à travailler. 6 Français sur 10 ne travaillent pas. 6 Français sur 10. Ce sont les jeunes en formation,
beaucoup moins d'alternance que chez les Allemands. Ce sont les personnes qui sont au foyer, beaucoup moins de temps partiel, les femmes en particulier, beaucoup moins de temps partiel qu'en Allemagne. Ce sont les retraites plus précoces. Et ceux qui travaillent, les 4 Français sur 10 qui travaillent et qui financent tous les autres, ceux-là, on prélève à hauteur de plus de 45% leurs revenus du travail à travers les cotisations sociales et les impôts. Voilà pourquoi on est faiblement incité à travailler. Alors vous comparez ça à la taxation moyenne des retraités. La taxation moyenne des retraités, c'est 14%. Ça veut dire que vous êtes favorable à la taxation des retraités aisés ? Parce que c'est le point clé, tout à l'heure vous avez dit, il faut que la France travaille plus et les Français être mieux rémunérés. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Oui, vous avez lu mon titre. S'il s'agit de taxer un peu plus les retraités aisés pour taxer moins les actifs occupés et leur rendre du salaire net et du pouvoir d'achat, c'est une bonne idée. S'il s'agit de taxer plus les retraités pour ne pas retarder l'âge de départ en retraite, c'est une mauvaise idée. En fait, c'est un ensemble de mesures que vous préconisez, Denis Oliven, et au cœur de ces mesures, il y a effectivement l'enjeu du travail, remettre la France au travail ou la faire travailler plus. Alors, il y a une autre actualité, c'est ce conclave qui permettrait d'améliorer la réforme des retraites ou d'en élaborer une meilleure avec les oppositions. L'enjeu, c'est évidemment d'assurer la pérennité du système qui n'est plus financé. Comment s'y prendre, si ce n'est en travaillant davantage ? Et c'est évident qu'il faut qu'on allonge la durée de vie active, mais simplement, je pense qu'on s'y est mal pris. Est-ce que vous savez qu'à partir du mercredi midi, vous travaillez non plus pour vous, mais pour la collectivité, pour payer les cotisations et le pouvoir d'achat. Est-ce que vous savez que, les cotisations et les impôts sur vos revenus, est-ce que vous savez que si votre employeur décide de mettre 100 € de plus pour vous, vous n'allez en toucher que 43 €. C'est-à-dire la majorité de votre rémunération va partir dans le grand tout de la redistribution. C'est ça le problème majeur. Si on est capable de réduire les taxes et les prélèvements et les cotisations qui pèsent sur le travail, si on est capable d'augmenter à due proportion la rémunération nette des salariés, on change la face du problème. Si on avait dit, pour le dire d'un mot, aux Français, écoutez, on va augmenter de 2 ans votre durée d'activité, mais vous allez être augmenté en rémunération de 10%, c'est-à-dire un 13e mois, je vous assure que la question de l'acceptation de cette réforme aurait été toute différente. C'est ça qu'il faut faire. Denis Oliven, travailler plus, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Vous avez parlé du recul de l'âge de départ en retraite. Est-ce que c'est remettre au travail des gens qui n'en trouvent plus ? Est-ce que c'est permettre aux jeunes et aux seniors qui sont un peu marginalisés sur ce marché du travail de trouver ou de retrouver plus vite du travail? Finalement, on n'est pas assez nombreux à travailler. Et il y a encore des gens au chômage. Et ces gens au chômage sont dans des catégories d'âge très précises. Mais en fait, on s'aperçoit que plus vous avez une population active importante et plus vous avez d'activité en vérité. C'est ce que montre l'exemple allemand. On se focalise sur la durée individuelle du travail. On dit les Français ne travaillent pas assez individuellement. C'est pas vrai. Le problème, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas la boulangère, l'ouvrier, l'employé, le paysan. Le problème, je l'ai dit, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux à travailler. C'est ça le sujet majeur. L'équipe allemande de production de richesse aligne 11 joueurs et nous, on en aligne 8. Comment voulez-vous qu'on gagne le match ? Donc je l'ai dit, c'est les jeunes en formation, ce sont les personnes au foyer et ce sont les personnes entre 55 et 65 ans. Si nous avions le taux d'activité des Allemands, si nous avions autant d'actifs que les Allemands, vous savez que nous aurions 150, toutes choses égales par ailleurs, 150 milliards de recettes publiques en plus. C'est-à-dire la question des embouteillages aux urgences, des professeurs pas remplacés, des infirmières mal payées, des policiers insuffisants en nombre serait réglée. Et nous aurions aussi 90 milliards de pouvoir d'achat distribués en plus, c'est-à-dire à peu près plus de l'ordre de 250 € par actif employé. Le salaire moyen, c'est 2500 € net. Donc, les deux questions françaises, le pouvoir d'achat
et le sous-financement de nos services publics, les deux irritants majeurs de la société française, seraient réglés. Denis Oliven qui publie La France doit travailler plus, 3 points de suspension, et les Français être mieux payés chez Albin Michel. Vous connaissez bien l'économie française, vous connaissez bien l'administration française puisque vous êtes normalien et énarque de formation. Ensuite, vous êtes allé travailler dans le privé, donc vous observez ça depuis de nombreuses années. Comment expliquez-vous ce phénomène, qui est un phénomène sociétal, intellectuel, politique, idéologique, qui a mené la France dans ce que vous estimez être une impasse, c'est-à-dire la préférence pour le non-travail? Je l'explique principalement, je ne crois pas du tout que les Français soient fainéants, je l'explique principalement par le fait que l'ensemble de nos politiques publiques, de nos politiques fiscales, de nos politiques, de nos structures, désincitent à travailler, ne nous incitent pas à travailler parce qu'on rémunère mal le travail. Si on règle cette question, si on incite, si on développe l'alternance, si on incite au temps partiel, il y a une quinzaine d'années, les Allemands ont fait que le temps partiel était beaucoup plus attractif parce que il était moins taxé. Si on fait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire si on fait un échange, on baisse le poids des prélèvements et des cotisations sur le travail pour augmenter la rémunération des salariés, vous verrez ipso facto, comme nos voisins, que la propension à travailler des Français sera la même que celle des autres pays européens. Mais quand vous regardez, quand vous essayez de comprendre qu'est-ce qui différencie la France des autres, ce qui différencie la France des autres, c'est que nous prélevons sur les revenus du travail plus que tous les autres. Je vais me transformer en homme politique de gauche et vous dire, si on fait des temps partiels, on fait de la précarité, si on réduit les prélèvements sur le coût du travail, on fait des cadeaux aux entreprises. Que me répondez-vous sur l'état de la gauche intellectuelle aujourd'hui ? Je pense qu'il y a deux gauches. Il y a une gauche de la confiscation et une gauche de la redistribution. Il y a une gauche dont l'objectif est d'appauvrir les riches et il y a une gauche dont l'objectif est d'enrichir les pauvres. Il y a une gauche qui pense qu'on peut traire encore la vache jusqu'à épuisement. Il y a une gauche qui sait qu'il faut produire de la richesse pour la redistribuer. Et malheureusement, la deuxième gauche, celle qui sait qu'il faut produire pour redistribuer, domine le paysage européen. Et la première, celle qui pense qu'on peut traire, taxer. Celle-là domine le débat français. Et tant que nous serons dans cette situation, c'est vrai qu'il y aura un blocage. Une cuillère pour la gauche, une cuillère pour la droite quand même. Pourquoi la droite n'a pas supprimé les 35 heures, puisque elle en a fait une espèce de fléau, elle en parle depuis des années, depuis Martine Aubry, le gouvernement Jospin, etc. Et finalement, elle ne les a pas supprimés. Pourquoi ? Comment expliquez-vous ça ? Mais je pense pas que la question des 35 heures soit la question majeure. Une fois encore, c'est vrai qu'en durée annuelle du travail, on travaille un peu moins que les autres Européens, mais c'est pas significatif. Pardon, Denis Oliven, mais vous commencez votre livre par ça. Vous comparez des durées annuelles du travail par habitant. Par habitant. L'indicateur est important. Donc le sujet, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux à travailler. Et peut-être parce qu'on s'est focalisé sur la durée annuelle du travail. Vous savez qu'en 1900, 70% de la vie éveillée des citoyens était consacrée au travail. Et aujourd'hui, 60% de la vie éveillée est consacrée à autre chose qu'au travail, à la formation, à la culture, au loisir. Et c'est fantastique, c'est le progrès de la civilisation, des gains de productivité, des progrès techniques. Simplement, dans ce monde où nous travaillons, où tout le monde travaille moins, nous travaillons moins que tout le monde. C'est ça le sujet. Donc, en se focalisant sur les 35 heures, la droite s'est trompée de combat. Et par ailleurs, j'observe, on vient d'écouter la 15e déclaration de politique générale depuis 30 ans. Au Royaume-Uni, Tony Blair avait dit une fois dans une déclaration, moi j'ai 3 priorités. 1, l'éducation, 2, l'éducation et 3, l'éducation. Si un seul de ces premiers ministres, qu'il soit de droite ou de gauche, avait dit, moi j'ai 3 priorités. 1, le travail, 2, le travail, 3, le travail. On est plus nombreux à travailler, on rémunère mieux le travail, on a un travail plus productif. Le visage de la France aurait été changé. Nous ne connaîtrions pas la montée des extrêmes en politique que nous connaissons. Nous ne connaîtrions pas la crise politique que nous traversons. Denis Oliven, il y a un chapitre dans votre livre où vous chapitrez ce qui nous annonce à longueur de journée depuis 4-5 ans la fin du travail et la nécessité d'un revenu universel, car les robots et les intelligences artificielles vont travailler à notre place. Pourquoi ça vous agace ? Parce que c'est juste simplement faux. On sait que le progrès, il y a une espèce d'hostilité au progrès technique. Ce sont les adeptes de la décroissance. Or, le progrès technique a, au contraire, je l'ai dit il y a un instant,
enrichi notre société, nous a permis de vivre un niveau de bien-être comme nous n'en avons jamais connu aucune génération depuis la naissance de l'humanité. Et c'est pareil pour l'intelligence artificielle. Dans les années 30, on prédisait que la révolution industrielle allait tuer le travail. Mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, elle modifie. La révolution industrielle modifie, par exemple, le marché de l'emploi. Il y a certaines qualifications ou certains métiers qui disparaissent. Donc il faut l'accompagner, il faut un effort de formation. Et c'est d'ailleurs un des sujets majeurs français. C'est qu'on le voit dans les enquêtes sur l'éducation internationale, nous n'avons cessé de régresser en performance de notre système éducatif. Donc on se prépare très mal à cette révolution. Mais si on s'y préparait, elle aurait les mêmes effets que ceux des révolutions antérieures. Elle créerait à nouveau du bien-être et de la richesse en transformant nos structures d'emploi. Donc je ne crois pas du tout à ces fadaises. Denis Oliven, j'imagine que vous avez écouté et regardé peut-être Donald Trump en campagne, puis son intronisation lundi. Comment vous expliquez cette croyance des Américains dans le travail, le dépassement de soi, même si la société américaine, elle est dure, elle offre beaucoup moins d'amortisseurs sociaux que la société française. Qu'est-ce qui, culturellement, est intéressant là-bas ? On sait qu'on a, dans le monde, 2 grands systèmes ennemis. On a un système à l'américaine ou anglo-saxonne, un système libéral, qui est fondé sur la capacité ou la croyance que les individus ont dans leur accomplissement. C'est la société américaine. Je vais bosser, je vais m'en sortir. On a un autre modèle, par exemple, dans les pays scandinaves, c'est le modèle social-démocrate, qui est d'ailleurs qui génère lui aussi de la productivité parce qu'il est très collectif, il est très solidaire, il est très égalitaire. Et ça fonctionne. Et puis, il y a quelque chose qui est entre les deux, c'est nous. C'est le système étatique français. On appelle ça la 3e voie chez nous, c'est la classe. La 3e voie, c'est-à-dire qu'il n'a ni les avantages égalitaires du système social-démocrate, ni les avantages individuels du système libéral. Et le résultat des courses, c'est que ces performances sont pas très glorieuses. Donc, je dis pas qu'il faut changer ça, mais il est clair que si on se maintient dans cet entre-deux inefficace, ça n'avance pas. Denis Oliven, je rappelle le titre de cet essai, La France doit travailler plus. Ça vient de paraître chez Albin Michel et c'est sous-titré « Et les Français être mieux payés ». C'est donc paru chez Albin Michel et je vous conseille de l'offrir à un étudiant qui s'intéresserait à l'économie parce que c'est très bien illustré. Il y a plein d'exemples, ça se lit très facilement et le diagnostic est très clair. Denis Oliven, merci. Merci à bientôt. À Merci. Suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Augustin Lefebvre et nos esprits libres du mercredi. Aujourd'hui, Routel Krief et Marc Lambron. Il est 8h.